Donc, ils ont fait tellement la mendicité à travers le monde. Une fois qu'on a fini de faire la manche, qu'est-ce qu'on fait? On vend ses habits, on va vendre ses vêtements, on vend ce qui nous reste. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et si le Congolais ne se réveille pas, parce que nous, on est considérés comme des personnes à part, des personnes marginalisées, qui faisons du bruit, à la limite, qui avons perdu, on va dire, le sens congolais, parce que nous, on n'appartient plus au Congo, on appartient à ce monde, à cet univers des gens bruyants qui emmerdent le gouvernement congolais. Mais je dirais à Monsieur Collinet Makosso, l'once d'humanité qui lui reste, l'once de patriotisme, a-t-il ce courage de se mirer tous les matins quand il se lève pour nouer sa cravate lorsqu'on a trahi son pays? Il a encore ce courage. Peut-être qu'il noue sa cravate au miroir, je lui conseille. Mais le reflet qu'il voit de lui, est-ce que c'est le reflet d'un patriote? Est-ce que c'est le reflet d'un Congolais? Pas d'un homme, d'un Congolais. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Télarc TV. C'est en compagnie de Evelyse Doriska Munzenze, bien connue de son nom, la marquise de Vinza. Bonjour madame la marquise. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci de me recevoir sur les plateaux de TLR TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Télarc TV R7. Vous êtes diplômé des sciences et technologies de l'Université Pierre et Marie Curie, titulaire d'un master en biologie intégrative et physiologie, orientation nutrition, qualité, santé de la Sorbonne, experte en sécurité alimentaire. Nous allons échanger sur la session des terres arables du Congo-Brazzaville d'une superficie de 156 000 hectares, donc deux fois plus grande que la capitale Kigali à la société Crystal Vulture Limited, le bras financier de la dictature rwandaise. Un sujet qui cristallise le milieu congolais aussi bien à l'étranger que sur place au Congo, Brazzaville. Alors, Madame la marquise de Vinza, des terres arables du Congo, Brazzaville, qui pouvaient assurer l'indépendance et la souveraineté alimentaire aux Congolais, malheureusement, cédée aux étrangers, c'est-à-dire aux Rwandais. Que vous inspire une telle approche économique pour vous qui êtes experte en sécurité alimentaire, de céder ces terres arables aux étrangers? Alors, il faut savoir que la première des choses, la terre est une identité. On ne cède pas à la terre. Ce que fait le gouvernement congolais, c'est un aveu d'échec. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas une vraie politique agricole et ils n'y arrivent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre nos terres. Et il y a quelques jours sur Facebook, j'ai dit, moi je vis en France, c'est comme si la région de la Beauce, on appelait les Belges pour venir planter du blé. La région de la Beauce, c'est ici qu'on plante le blé. C'est comme si la région du Rhône-Alpes, là où on fabrique le vin, on va appeler les Chinois pour récupérer les vignobles, on va leur donner des vignobles. C'est comme si dans la région de Haute-Savoie, on va donner Châtel, je vais dire, allez, on va donner Châtel aux Ukrainiens pour venir faire du fromage. C'est une aberration. C'est une aberration. Perdre la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole, c'est rentrer dans une famine. Ils ont cherché à nous affamer. Et cet enjeu n'est pas que économique, il y a un enjeu politique. Donc, quel but? Quelles sont les manœuvres derrière? Quand on va affamer un peuple, c'est quoi? Et ils n'ont pas choisi quelle région. Les régions n'ont pas été choisies par hasard. Pourquoi on n'a pas donné des régions au nord? Au nord, on a des grands espaces. Le président a des cheptels de vaches, de moutons, des troupeaux. Il y a des espaces là-bas. Pourquoi on ne les a pas installés au nord du pays? Et Peut-être là-bas, ils parce qu'ils seront ont deux pensé personnes. trouver, peut-être parce qu'ils ont pensé que ces zones-là sont, en fait, les terres sont fertiles et que, voilà, pour faciliter les choses, il fallait leur céder cette partie du Congo, s'il faut le dire. Et sur quelle base? Et il faut savoir, historiquement, le Sud, c'est une zone de résistance, Monsieur Perrin. Et c'est pour ça que je dis l'enjeu n'est pas simplement économique, il y a un enjeu politique. Nous sommes en 2024, il y a les projections des élections de 2026. Et n'oublions pas, c'est sur les terres du Sud qu'on a perdu un leader politique, Guy Brice Parfait Kolela. Et donc, affamer un peuple, c'est l'affaiblir. Avez-vous vu, Monsieur Perrin, quelqu'un partir en guerre, en bataille affamé? Avez-vous vu quelqu'un de fatigué aller se battre?
Affamer, c'est un système, on va vous affamer et on va vous donner des grains de riz pour pouvoir les remercier. C'est-à-dire, est-ce que, Et pardon, derrière, vos bourreaux, vous allez les considérer en Dieu. alors, Madame la Marquise, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu lorsque vous dites le pôle zone de résistance, mais après vous parlez qu'on veut affamer les populations. Est-ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire comment expliquer ça, affamer, alors qu'on vient faire l'agriculture? Alors, comment on peut comprendre? Le but, c'est quoi les Rwandais? Les Rwandais, on va leur donner des terres. Et les terres, c'est stratégique. On ne leur a pas donné des terres éloignées en zone montagneuse. On ne les a pas envoyées à Fouati, à Kimbenza ou Mukombu. On a ciblé. Et je pousserai le vice à dire qu'on puisse cartographier et voir les cours d'eau. Ils vont récupérer ces cours d'eau. Donc les populations vont avoir du mal déjà à s'approvisionner en eau. Ils vont du mal à manger. Et ensuite, ces populations vont devenir des serviteurs des Rwandais. Et attention, le Rwandais est loin d'être bête. Il ne vient pas juste pour planter son grain de riz. Il va exploiter son sol et son sous-sol. Et du jour au lendemain, vous n'allez pas les laisser partir parce qu'il y a des accords. Et sachant que les Rwandais, ce n'est pas un peuple docile. Nous avons aujourd'hui, dans la cartographie, la régionalisation, on va dire même des comportements, les peuples résistants aux comportements forts se trouvent dans la région du Sud. Je suis désolé, pourquoi on ne les a pas donné des terres à Luango? Je n'ai rien contre les villes. On a vu pendant les élections législatives ce qui s'est passé à Mouyondi. Et je mettrai ma main, monsieur Perrin, au défi. Je vous défierai. Ces peuples, pour l'instant, certains ne sont pas connectés, mais quand ils vont voir l'invasion rwandaise arriver, ces populations expropriées, nous, Congolais Bantous, on se rapproche du chef du village. Et lorsqu'on comprend qu'on a été spoliés, qu'on a été mis dehors sur nos propres terres, ils ont juste créé des zones d'implosion et d'explosion. C'est tout ce qu'ils ont fait. Alors, pour le gouvernement congolais, à en croire à Colline Makosso, c'est une manière de promouvoir l'agriculture et créer de l'emploi pour, voilà, pour les Congolais, c'est-à-dire, puisque ils ont un programme, soi-disant, de création de 100 000 emplois, et c'est un créneau qu'ils ont trouvé pour créer de l'emploi et promouvoir l'agriculture. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont toujours des propositions antagonistes aux propositions qu'ils ont faites en amont. On a à droite un ministre de l'Agriculture qui est en train de mouiller le maillot. Je crois que c'est la première fois on a un ministre de l'Agriculture où on voit des produits sortir du sol, où il est en train de créer des arbres, où il est en train d'embaucher du monde, où il y a une dynamique agricole. Et de l'autre côté, on nous dit rien ne se passe au Congo. On nous ramène des Rwandais. Quel agriculteur le Premier ministre a-t-il promis? Quel zoom ont-ils fait sur les agriculteurs congolais? Quel bilan ont-ils fait du confinement? Rien. Et c'est toujours cette politique de pouvoir dire que le Congolais est paresseux, que le Congolais ne fait rien, et de toujours aller chercher l'expertise ailleurs, alors que l'expertise, nous l'avons. Nous avons le professeur Tsenge Tsenge, qui est là, qui cultive des champignons. Nous avons tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le Mayombe, qui nourrissent toutes ces villes. Et le pool, c'est le grenier. C'est comme si aujourd'hui, Monsieur Perrin, je vais vous dire, écoutez, travaillez pour moi, et en contrepartie, je garde votre compte bancaire et c'est à moi de vous donner l'argent, vous allez me demander. On est complètement dans une espèce d'embruglio. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Sont-ils fiers d'être congolais? Il s'agit du patriotisme. La terre, c'est du patriotisme et ils sont en train de brader leur patriotisme. Alors, vous avez dit, tout à l'heure, vous avez rappelé d'ailleurs Monsieur Tsenge Tsenge, qui promeut un peu la culture des champignons, que je vais proposer d'ailleurs à nos téléspectateurs un extrait de son reportage, et on revient tout à l'heure sur le plateau. Suivez. Les champignons qui sont en cours de production. Après 2 ans de tests, sa technique est au point. Les champignons poussent dans une terre artificielle composée de sciure de bois et de son de blé. Une base qui est ensuite pasteurisée dans cette machine qu'il a lui-même conçue. La pasteurisation, elle sert à détruire les micro-organismes qui pourraient être des compétiteurs pour le champignon. Une fois que tous les micro-organismes ont été éliminés, les champignons sont alors plantés dans ces sacs plastiques. Résultat,
on peut les cultiver n'importe où. On est en zone urbaine. Il y a beaucoup de constructions, de maisons. On n'a pas beaucoup d'espace. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'exploiter au mieux l'environnement en faisant des dispositifs à plusieurs niveaux. Au Congo, il est connu pour ses multiples inventions comme la biscuiterie à charbon ou ce séchoir électrique. Avec cet appareil, vous pouvez sécher du poisson salé, du foufou. Des inventions qui lui ont valu d'être nommé meilleur entrepreneur de l'année au Kenya lors d'un concours de PME. Nous, on est dans le concret. Et vous pouvez voir à côté de nous, il y a Atora. C'est une unité qui, à partir des porcs, transforme les produits comme le porc pour en faire de la charcuterie, des saucisses, des saucissons secs et tout. C'est pareil. Quand j'ai appris que le président a dit à Kigali, il y a juste un mois au sommet de l'Union africaine, que les Congolais n'étaient pas travailleurs, moi je suis tombé de très haut. Parce que je me dis, mais nous là, qu'est-ce qu'on fait? Si nous ne sommes pas des travailleurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des travailleurs. Je m'inscris en faux. Le président ne peut pas dire, et de surcroît à l'étranger, que les Congolais ne sont pas travailleurs. Il dit les Burkinabés sont travailleurs. Mais évidemment, ils travaillent peut-être plus, mais peut-être qu'ils ont des politiciens qui font qu'ils travaillent. Parce que moi je regrette, mais aujourd'hui, j'espère que le président de la République, qui lui va chercher les Brésiliens là-bas, si loin, pour aller faire ses plantations à Oyo. Il va chercher les Marocains pour aller planter les tomates à Oyo. J'espère que le président de la République va venir acheter une unité de production de champignons pour Oyo. J'espère qu'il va le faire parce que ça c'est un produit congolais. C'est fait par un Congolais. On ne peut pas toujours aller chercher les Brésiliens là-bas. Hein? On peut amener aussi à Tora pour aller produire des saucisses à Oyo. Pourquoi pas? Pourquoi c'est seulement des étrangers? Et nous qui travaillons, on nous dit on est des paresseux. Madame la marquise de Vinza, c'est vrai, on a beaucoup d'exemples comme ça, hein, des jeunes, parfois d'ailleurs du Pool qui nous disaient qu'eux aussi ont des projets d'agriculture, mais jamais le gouvernement n'a financé ces projets. Nous savons ce qui se passe dans la Bwenza, dans le Niari, où les produits, agricoles périssent comme ça, pourrissent parce qu'il n'y a pas une possibilité de les évacuer vers les grandes villes. Et lorsque nous avons suivi le reportage de Rwanda Télévision, nous entendions dire ces Rwandais que c'est désormais nos terres. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres tout en veillant à nos intérêts comme il est fait toujours. Ils vont y cultiver du piment, du maïs, et bon, tout un tas de cultures comme ça. Et la question, c'est de savoir que finalement, puisque ça devient leur terre, ils ont déjà repéré les zones qui leur ont été attribuées. Mais à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être que vous avez une information là-dessus. Est-ce que les populations qui vivent dans ces zones ont été exproprié, c'est-à-dire, quand je parle d'expropriation, la procédure légale d'expropriation, c'est-à-dire, parce que nous savons que dans ces zones, dans ces localités, dans ces départements, les gens vivent de l'agriculture, des terres. Ben maintenant qu'on va céder ces terres aux Rwandais, ou qu'on a déjà cédé ces terres aux Rwandais, que deviendront ces populations? Alors, c'est la bonne question. On a toujours dit que le Congolais était un peuple léthargique, un peuple paresseux. Et je pense que lorsqu'on affame un peuple, il a 2 choix, soit de mourir de faim, soit de se lever. Alors, attention, je mesure mes propos. Moi, je n'appelle pas à l'insurrection nationale, je n'appelle pas à la guerre ethnique, à la guerre tribale. Le Congolais est un peuple accueillant. Le Congolais est un peuple chaleureux. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous accueillons bien ceux qui viennent au pays. Il faut juste se rendre compte, Monsieur Perrin. Moi, si je ne mange pas, ça joue sur mon comportement.
Je sors de chez moi à 7h, à 20h si j'ai rien mangé, soit je me dépêche de rentrer chez moi, ou je me prends un coup de pompe, ou je mange quelque chose en cours de route, parce que je sais que je ne vais pas y arriver. Je vais vous donner un exemple, M. Perrin. Il y a quelques années, je me suis rendu à Madia. Et ce qui se passe à Madia, personne n'en a parlé jusqu'en 2024. Ce sont des régions qui ont été victimes de conflits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'il y a eu les guerres, les personnes sont parties dans les forêts, ils ont perdu toute leur récolte. Et jamais l'État congolais n'a mené une politique d'apaisement. Et non seulement, ce sont des populations qui ont toujours dans leur ADN la peur de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est Madia, déjà, c'est une ville, un village qui dépend de la voie ferrée. Mais en plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'ils sont éloignés, ils souffrent de l'enclavement de l'arrière-pays et il n'y a pas d'accompagnement de politique agricole. Donc, ce sont des populations qui sont restées bras croisés et ils attendent. Et les premiers à nous dire, c'est que nous avons produit. Ils sont venus récolter. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que ils vont venir, ils vont planter. Et attention, le Rwanda, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les Rwandais? Ils cultivent que du thé et un peu de café. Et aujourd'hui, pourquoi le Rwanda est une force économique? Ils ont l'habitude de piller les sous-sols de leurs voisins. On voit ce qui se passe en RDC. Ils vont pas se gêner chez nous. Faut pas croire que M. Perrin, que le piment qui va être cultivé par les Rwandais, c'est ce que vous allez retrouver chez vous. Ce qui va se passer, c'est exactement, je vais vous donner un autre exemple, les Chinois qui ont fait don de 200 tonnes de manioc en 2021 pendant le confinement à la société Changcheng, vous allez faire vos recherches, qui vient donner à l'État congolais 200 tonnes de farine de manioc et de tubercules de manioc. Et attention, la farine de manioc, c'est pas le petit foufou qu'on a l'habitude de voir dans les sacs, c'est de la farine conditionnée aux mentions réglementaires d'étiquetage. Ce produit fini, on ne le commercialise pas au Congo, où va-t-il? Donc, ils vont Pardon, épuiser la nos marquise ressources. de Vinza, vous êtes en train de dire des Chinois avaient fait don de manioc aux Congolais. Et donc, si j'ai bien compris, et vous l'avez dit tout à l'heure, que ces produits sont, j'allais dire, produits, permettez-moi encore cette éthologie, au Congo-Brazzaville. Produits récoltés, transformés, non commercialisés au Congo. Alors, tout à l'heure, vous parliez donc Respirez, M. Perrin. oui, je Les vous en surprises prie. comme ça, Je il y vous en en a prie. tellement. Il y en a tellement. La route que prend le ministre Coligno Makosso pour aller prendre de l'air dans son village à Luango. Il y a des Chinois qui sont là, qui font de la pêche à la dynamite, qui ne respectent pas l'écosystème. Qui les a contrôlés? Pareil. Et c'est toujours pendant le confinement, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans le monde, que chacun devait rester chez soi. Les Chinois sont venus pêcher à l'entrée, au niveau des eaux congolaises. Ils ont récupéré notre poisson, surgelé dans leur bateau et vendu aux Congolais à quelques kilomètres. Une aberration totale. Vous êtes en train de dire que le gouvernement congolais était conscient de tout cela? Ils sont bien conscients. Le manioc qu'il a reçu, je vais vous donner le lien. Vous allez identifier les ministres qui étaient venus récupérer ces dons. Donc, après avoir, ils ont fait tellement la mendicité à travers le monde. Une fois qu'on a fini de faire la manche, qu'est-ce qu'on fait? On vend ses habits, on va vendre ses vêtements, on vend ce qui nous reste. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et si le Congolais ne se réveille pas, parce que nous, on est considérés comme des personnes à part, des personnes marginalisées, qui faisons du bruit, à la limite, qui avons perdu, on va dire, le sens congolais, parce que nous, on n'appartient plus au Congo, on appartient à ce monde, à cet univers des gens bruyants qui emmerdent le gouvernement congolais. Mais je dirais à Monsieur Coligny Makosso, l'once d'humanité qui lui reste, l'once de patriotisme, a-t-il ce courage de se mirer tous les matins quand il se lève pour nouer sa cravate lorsqu'on a trahi son pays? Il a encore ce courage. Peut-être qu'il noue sa cravate au miroir, je lui concède. Mais le reflet qu'il voit de lui, est-ce que c'est le reflet d'un patriote? Est-ce que c'est le reflet d'un Congolais? Pas d'un homme, d'un Congolais. Alors, tout à l'heure, vous parliez de ce que finalement certaines zones, hein, départements, d'ailleurs choisis comme ça, qu'ils ont repérés
pour céder aux Rwandais. Ils vont donc priver ces populations-là de leur source de subsistance. Et nous savons aussi que le génocide, ce n'est pas seulement abattre les gens ou voilà, assassiner tout un peuple ou toute une population, mais c'est aussi priver une partie de la population de ses moyens de subsistance, c'est-à-dire le priver à manger. Voilà. Est-ce que je peux comprendre que finalement, là, c'est un autre plan minutieusement planifié de génocide qu'on veut mettre à exécution? Alors moi je n'emploierais pas le terme de génocide en tant que tel, parce qu'on n'a pas encore les résultats. On parlera de génocide une fois qu'ils seront installés. C'est un processus. Affirmer une population et on verra les résultats de ce qu'ils auront créé au bout de 2 ans, 3 ans. À partir de là, on dira génocide. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un enjeu politique. On va le voir très vite. C'est que ces terres attribuées aux Rwandais, on verra ce qu'ils vont en faire et dans quel but ils vont contribuer aux manœuvres électorales de 2026. Parce que croyez-moi, le Congo, je sais pas, on est à 6 millions d'habitants par miracle, je sais plus à combien on est. 10 millions Nous qui d'habitants, étions, oui. voilà, nous qui étions 2, 3 millions d'habitants, et on comprend mieux ces millions d'habitants qui arrivent, ces vagues migratoires, ce sont ce bétail électoral, c'est eux qui vont voter, c'est eux qui vont bourrer les urnes. Donc, avant de parler, je pense qu'on parlera, revoyons-nous, retrouvons-nous en fin 2026. À partir de là, nous pourrons déduire Oui, s'il mais la s'agissait marquise de d'un Villa, pardon de vous couper comme ça, est-ce qu'il faut attendre que ces Rwandais s'installent pour qu'on commence à prendre conscience et à constater, comme vous êtes en train de le dire, où il faut maintenant empêcher leur installation, carrément? Alors, moi, je suis pour qu'on les empêche. Moi, je suis pas pour la guerre, mais au point où nous en sommes, avez-vous ces accords signés, M. Perrin? Non du tout, Savez-vous, non du connaissez-vous le tout, contenu de ce qu'ils ont signé? non du tout. Je parie que même le Premier Ah, ministre Anatole Koliné Makosso n'a pas pris connaissance de ces accords. La preuve, c'est que lorsqu'il s'adresse devant la presse, il vient leur présenter un décret présidentiel qui autorise le Rwanda à occuper des réserves foncières, mais il ne présente pas les accords, il ne présente pas les termes qui sont dans ces accords. Et pourquoi? Et c'est la question que tout le monde est en train de se poser aujourd'hui. Pourquoi Denis Sassou Nguesso et son fils continuent à garder secret ces accords? Pourquoi ne les rendent-ils pas publics? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. parce que probablement, on va extrapoler, il y a des accords militaires qui ne sont pas rendus publics. Probablement, il y a beaucoup plus que l'agriculture dont ils sont en train de faire la promotion. Moi, j'aurais aimé, dans leur démarche, quand on donne des terres, quand on cède, comme ils aiment dire, ils ont concédé des terres, de se dire que on implante une usine. Yoplait arrive au Congo. Ok, Yoplait arrive, on sait que c'est une firme internationale. Il y a combien? Il y a 700 postes en jeu. Yoplait, oui. Mais vous amenez des agriculteurs qui viennent avec leur houe, leur petite machette pour faire ce que nos parents font au village. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Je demanderai au peuple congolais d'être vigilant et de voir l'heure à laquelle ils arrivent. Ces gens-là aiment venir la nuit. On enverra une petite équipe mais arriver la journée. On va laisser les femmes arriver la journée et les hommes viendront la nuit. C'est ce qui s'est passé lorsque les Congolais sont arrivés en Côte Noire. Ils sont rentrés la nuit. C'est ce qu'ils ont signé aujourd'hui. Je pense que même M. Koliné Makosso ne sait pas. Il vient défendre tout simplement le diable. À quel prix? À quel prix? Évidemment, il vient défendre le diable à quel prix? Vous avez posé la question. Probablement que, bon, voilà, il aura le temps de répondre à cette question. Alors, je vais m'intéresser au volet sécuritaire de ces accords. J'imagine que les Rwandais vont s'installer au Congo-Brazzaville parce que c'est déjà acté dans tous les cas. Ils ont déjà repéré les endroits, les zones qui leur ont été attribuées. Ils l'ont dit eux-mêmes. C'est désormais leur terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des Rwandais qui le disent. C'est désormais leur terre. Ça veut dire qu'ils vont cultiver tout ce qu'ils ont cité là, maïs, piment, que sais-je encore, soja. Et ils ont aussi des accords sur le plan, je crois, des accords miniers qu'ils ont signés aussi avec le Congo. Ça veut dire qu'ils prendront et le sol et le sous-sol qu'ils vont exploiter. Cela va leur produire beaucoup d'argent. Et je rappelais d'entrée de jeu que c'est avec la société Crystal Venture de Paul Kagame. La vérité, c'est ça, qu'on ne veut pas expliquer aux Congolais.
Et cette société est le bras financier de la dictature rwandaise. En d'autres termes, l'argent qui sera produit au Congo avec l'agriculture, entre guillemets, si c'est bien cela, ou les exploitations minières, cet argent pourrait financer, je dis bien, pourrait financer la guerre à l'est de la RDC. Du coup, le Congo devient un co-belligérant. Et c'est là que je m'intéresse à la suite, ce qui pourrait arriver. Et quelle lecture faites-vous finalement de la sécurité nationale du Congo face à ces accords? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Congo joue un double jeu très dangereux. Vous savez que l'électricité de Brazzaville dépend de la RDC, dépend de Kinshasa. Et vous savez quels sont les liens que nous avons avec la RDC. Lorsque la RDC décide de fermer ses frontières, Brazzaville meurt de faim. Oui, Les on a cuisses de déjà vécu poulet des histoires comme avariées, ça. les cuisses de poulet avariées viennent de là, les matelas viennent des usines de la RDC, le sucre. Beaucoup de choses viennent par la RDC. Nous, on a quoi? On n'a rien. Juste la grande gueule et les cravates. C'est tout ce que nous avons. Aujourd'hui, les relations historiques que nous avons avec la RDC vont être mises à nu, on va dire, parce que la RDC en conflit avec Kigali, qui se retrouve sur notre sol, ne croyez pas qu'on va vivre en paix. Et monsieur Perrin, sachez que dans la zone de la Bouenza, du côté de Fouatim-Mokambo, c'est la zone où les commerçants rentrent souvent à pied. Ceux qui quittent la RDC rentrent, transitent par ces zones. Donc, qu'on ne le veuille pas, les Quinois vont se retrouver face à face avec la RDC sur le sol congolais. Et que va-t-il se passer? Ça, c'est toute la question. Ils ont signé des accords et ce sont nos populations qui vont être victimes des zones d'affrontement, des conflits extérieurs qui vont rentrer au niveau de nos régions. Ce sont des conflits de la sous-région qui vont se retrouver en territoire congolais. Quelle armée avons-nous qui va lutter contre ça? L'armée qui tire sur les petits jeunes, là. L'armée de ceux qui peuvent même pas faire un marathon de 10 kilomètres. Ceux qui vont se battre contre les Rwandais. Ceux qui vont venir apaiser, entre guillemets, le conflit, sachant que déjà, les sujets de la RDC, nous en avons beaucoup dans ces zones-là. Oui, mais Et je pendant ne que vous le dites, il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'un conflit armé ou une guerre, c'est un problème de rapport, d'abord de nombre aussi, parce que de l'autre côté, nous avons pratiquement 80 millions d'êtres, de personnes. Je parle donc de la RDC, et rien que Kinshasa, aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'habitants. Et il faut peut-être rappeler aussi que le conflit à l'est de la RDC a déjà fait, aujourd'hui, on parle de plus de 18 millions de victimes. Et vous rappeliez que nous sommes, bon, encore lorsqu'on exagère, 6 millions d'habitants, c'est ce qu'on nous a dit, mais en réalité, les Congolais, si à tout casser, c'est autour de 4 millions d'habitants. J'imagine un peu combien de temps cela prendra pour en finir Et avec les Congolais. Monsieur Kagame, c'est un chef de guerre. Il n'accepterait pas qu'une partie de sa population qui se trouve en terre congolaise soit massacrée, soit maltraitée. Il en verra forcément du renfort. Il va leur rappeler que nous avons des accords. Qu'allez-vous faire quand vous avez ouvert la porte à l'ennemi? Ils sont déjà dans votre pays et c'est là où vous déclarez que vous êtes persona non grata, sortez. Et vous leur avez donné l'autorisation de rentrer. Je vais vous donner l'image du cheval de Troie. Ils sont là, vous allez faire quoi? Le Congolais va juste prendre les jambes à son cou, prendre ses petites cuvettes et ses petites bassines et chercher une autre région où s'installer. Et c'est ce qui se passe, monsieur Perrin. Renseignez-vous sur les mines de Fouati. Ce qui se passe actuellement, c'est une zone de non-droit où l'État congolais n'a aucun contrôle. Et c'est ce même gouvernement qui signe des accords de cession des terres, de dons de terre, de propriété. C'est pas des accords sur 10 ans. Hein. Ils vont vous dire c'est 99 ans. Qui sera là à 99 ans? Une fois que les gens se sont installés. Chacun a sa propriété. Monsieur Perrin, vous chauffez des 5 concessionnaires. Vous avez acheté votre voiture. Vous rentrez chez vous et on vous appelle, on dit, Monsieur Perrin, venez restituer ce véhicule. Mais c'est votre bien.
vous l'avez acheté. C'est ce qui va se passer avec les Rwandais. Qui va accepter de donner sa terre? Qui? Moi, j'ai juste envie de dire rendez-vous en 2026. Je n'irai pas très loin. Et que chaque 2026. Congolais, c'est pas une affaire de Domiska, c'est pas une affaire de la diaspora, c'est pas une affaire des Congolais de l'étranger qui font beaucoup de bruit. C'est une question de chaque Congolais qui doit prendre ses responsabilités. Ceux qui ont décidé de croiser les bras, d'être contemplatifs, ils assumeront l'échec de ce pays. Mais je Oui, mais pense que lorsque vous vous exprimez comme ça, pour Colline Makosso, il considère que vous êtes susceptible de troubler l'ordre public. C'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui parlent de cette affaire, en fait, c'est des gens qui veulent troubler l'ordre public. vous Il faut savez, se M. taire Perrin, alors. moi, ce qui m'étonne, c'est que M. Collinet Makosso, il a fait ses études à l'étranger. Il a fait ses études en France. La France, pays de lumière, pays de philosophie, pays des gens éclairés, où on réfléchit, on essaie de schématiser la pensée. Il se retrouve dans une espèce de fumée noire, où il n'arrive même pas à voir à son métier. Mais il arrive à nous convaincre que dans la direction dans laquelle nous partons est bonne, alors qu'il n'a pas de visibilité à 100 mètres. Qui va le suivre? Il n'y a que les moutons. Et je finirai mon propos par dire que l'arbre tombe toujours du côté où il est penché, monsieur Perrin. Évidemment, il y a quelqu'un qui nous disait, en fait, la théorie développée par Anatole Colline Makosso, il n'y a que lui-même qui croit, en fait, dans ce qu'il dit. Sinon, une personne normalement constituée, en tout cas, ne peut jamais croire à tout ce qu'il a eu à raconter lors de son entretien avec la presse locale à Pontenegrine. Alors, la toute dernière question, la marquise de Visa, c'est l'implication de la femme congolaise dans cette lutte de protection de la souveraineté territoriale des terres congolaises. Que doivent faire les femmes congolaises? Parce que généralement, on nous dit la voix de la femme porte. La femme, c'est un pouvoir et la femme peut voilà, régler un certain nombre de conflits où les hommes n'arrivent pas. La Alors, femme, c'est la vie. j'ai presque envie de dire, monsieur Perrin, vous nous donnez une version édulcorée de la femme idéale congolaise. Et je vais être dur avec cette femme congolaise qui aime les musiques, dont l'idéal, c'est d'être dans un foyer. Moi, j'ai pas de problème avec les femmes au foyer. C'est le seul idéal qu'ils ont. La femme congolaise, c'est se marier, s'asseoir et attendre l'argent d'un monsieur. Et je pense, si nous avons des dictateurs au pouvoir, c'est à cause des femmes. Ces femmes qui attendent l'argent, qui sont assises dans les foyers, qui sont contentes de voir des billets d'avion, des billets d'argent arriver. Ces femmes devraient poser des questions à leur mari. Chérie, ton argent vient d'où que tu veux me donner? Tous les jours, tu ramènes des mallettes d'argent. La première conscientisation, ce sont celles du foyer. Parce que nous qui sommes radicales avec des bérets verts, nous, on nous connaît, on sait, nos prises de position sont marquées, vont rester inchangées. Qu'elles arrêtent d'aller danser à longueur de journée. On a besoin d'une conscientisation. Elles aiment l'église, que les prêtres aussi puissent participer. On les entend pas. Où sont les religieux? Les femmes sont dans cette église. Les églises sont remplies à 90% de femmes. Commençons par les conscientiser là. Et qu'on arrête de penser que celles qui vont, la voix qui va se lever, porter un t-shirt et un pack, fait de vous une femme modèle. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de celles qui vont affronter dans ce combat. Combien de femmes avez-vous reçues, monsieur Perrin, ici dans ce plateau? Si ce n'est des femmes déjà de figures connues de la diaspora. Quel nouveau visage qui s'est indigné par rapport à ça? Elles sont toujours en train de se plaindre. Mais derrière, elles se plaignent la journée, mais la nuit, elle est bien contente de prendre sa petite mallette d'argent et de faire son petit shopping à Dubaï. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, si on a eu des droits de vote dans certains pays où nous sommes, si on a eu l'émancipation, l'égalité, la parité, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont levées. La femme congolaise est une femme absente du combat de la République. Celles qui existent, ce sont celles qui sont à l'extérieur. Celles qui sont sur le terrain ne font absolument rien. Et je pense que l'onde de choc devrait commencer par la femme congolaise qui se trouve au Congo et ensuite celles qui sont à l'extérieur prendront le relais. Qu'elles prennent leurs responsabilités. C'est elles qui nourrissent les dictateurs. C'est elles qui dorment avec les dictateurs. C'est elles qui bichonnent les dictateurs. Commencez par dire à vos maris d'arrêter de voler dans le trésor public et commencez par refuser ces billets remplis de sang et des larmes des Congolais.
Merci, la marquise de Vinza, et nous rappelons ce qu'on a coutume d'entendre. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et constater ce qui se passe au Congo aujourd'hui, au point de vendre les terres congolaises au Rwanda. Alors là, on peut donc s'interroger, que font donc les épouses de ces ministres, de tous ceux qui sont autour de ces accords? Pourquoi n'arrivent-elles pas à dire à leurs maris, à leurs époux, pour dire attention, là, vous êtes allés beaucoup trop loin, ce n'est pas normal. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Madame la Marquise. Je vais peut-être vous laisser 2 secondes, probablement une préoccupation dont je n'ai pas posé la question. Et ça sera la fin de cette émission. Chers Congolais, chères Congolaises, chères dames, chers patriotes, nous sommes arrivés à un stade critique de notre pays où notre pays, nos terres sont vendues. Lorsqu'on vend les terres, lorsqu'on cède les terres, on vend notre identité. Nous allons devenir locataires dans notre propre pays. Nous allons être affamés dans notre propre pays. Ce combat, c'est pas que mon combat. Ce combat n'est pas que le combat de M. Christian Perrin. Ce combat nous concerne tous. Ce combat, c'est pour l'avenir de vos enfants. Le nôtre, nous le savons. Mais ceux qui vont rester, ils ne le savent pas. Et si aujourd'hui, nous cédons une partie de notre identité, nous allons finir par céder le reste de l'identité totale. Alors, levons-nous, faisons en sorte que les choses puissent changer. À vous, les femmes congolaises, à vous qui vivez avec ces maris, ces hommes qui sont aux commandes de la République, il serait temps que ce combat soit mené dans chaque foyer, que vous soyez responsable de votre mari et de lui dire, monsieur, ce que vous faites en dehors de la maison, c'est une indignité républicaine. Vous êtes un homme indigne. Et prenez le courage. Nous serons là pour vous accompagner. Nous serons là pour vous soutenir. Nous ne serons pas là pour dire simplement que faites-le, nous attendons le résultat, mais faisons-le ensemble pour que les choses puissent changer. Je vous remercie. Merci, faisons-le ensemble pour que les choses puissent changer et pour le bonheur de tous les Congolais, pour l'intérêt supérieur de la nation. Encore merci, la marquise de Vinza, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes diplômée des sciences et technologies de l'Université Pierre et Marie Curie, titulaire d'un master en biologie intégrative et physiologie. Orientation, nutrition, qualité, santé, experte en sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Et comme d'habitude, des petits gestes qui comptent pour nous, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette interview pour nous aider évidemment à couvrir une plus large audience. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous très bien, car chaque jour est une vie. Merci.